Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Hello Patrice. Et on y va, hello. Pour le sommaire de cette nouvelle émission, elle est depuis longtemps prisée par les pays nordiques. L'école à ciel ouvert, longtemps confidentielle, gagne ses lettres de noblesse en ce moment en France. De quoi parle-t-on plus exactement? Élément de réponse dans quelques instants. Les bienfaits sont nombreux, vous allez le voir, aussi bien pour les élèves que pour le corps enseignant. Quelles pédagogies sont mises en place? Quelles compétences peut-on travailler? Quels ajustements cela nécessite dans nos écoles? On voit ça dans le MAG. Dans le MAG, il y a une loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'une école du même acabit. Elle est en Bretagne et elle s'appelle la Brest Forest School. Brest Forest School. Tout à l'heure. Bonjour Sabine Mouster-Bruchweiler, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Je vais super bien, vous nous parlez depuis où? Vous trouvez où? Alors, je me trouve à Neuchâtel, malheureusement dedans, parce que j'aime beaucoup mieux être dehors, mais aujourd'hui je suis au bureau. C'est en Suisse, Suisse romande. Oui, vous avez beaucoup de chance en Suisse romande, effectivement. Je précise que vous êtes l'une des auteurs de l'ouvrage Les bienfaits de l'école à ciel ouvert. C'est aux éditions à Salamandre, on va vous le montrer à l'écran. Et vous avez été pendant longtemps chef de projet en Romandie. Vous êtes également formatrice et facilitatrice chez Sylviva. C'est quoi Sylviva, s'il vous plaît? Alors, Sylviva, c'est un centre de compétences spécialement dans le thème apprendre et enseigner dehors. Et puis, on existe depuis 40 ans. Vous existez depuis 40 ans. Est-ce que vous faites partie de ces spécialistes qui se revendiquent pédagogues par la nature ou de la nature? Alors oui, je dirais, mais comme c'est pas une formation en fait qui a un titre spécifique, c'est par mon expérience de 30 ans dans la formation des enseignants dehors, dans l'animation nature que j'ai acquis, je pourrais dire oui ce titre-là. C'est-à-dire que vous pensez que la nature est un prof, un enseignant à part entière? Alors la nature est un très bon prof, ouais. Si on lui fait confiance, elle se débrouille pas mal pour nous apprendre plein de choses. Et visiblement, ça gagne enfin ses lettres de noblesse ici en France, ça a beaucoup progressé en Suisse, en Angleterre, les pays nordiques, ça fait très longtemps effectivement. Qu'est-ce qu'une école à ciel ouvert pour vous? Est-ce que ça répond à une définition précise? Alors, je dirais qu'il y a différentes définitions. Et puis quand on entend école à ciel ouvert, la première définition qui vient à l'esprit des gens, c'est une école où les enfants sont tout le temps dehors à apprendre. Chez Sylviva, on a une autre définition de l'école à ciel ouvert. C'est une école qui combine en fait les espaces d'apprentissage dedans et dehors. Et les élèves, on profite vraiment d'apprendre dans différents espaces en fonction des objectifs qu'ils doivent atteindre, des compétences qu'ils doivent développer. Nous, on a comme définition l'école à ciel ouvert, c'est un enseignement, je dirais, hebdomadaire où on a minimum une demi-journée par semaine dehors. Dans quelle mesure le Covid a peut-être mis en lumière justement ce type d'enseignement? Et est-ce que ça a fini par booster un petit peu la création de ce type d'école? Alors, je pense que ça nous a pas mal aidé. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la publication d'un livre il y a 5 ans. Je peux peut-être après vous en parler encore sur des activités à faire dehors avec les élèves. Et puis le Covid, en fait, a permis aux enseignants de retrouver en fait leurs élèves sans masque, dans un espace où ils pouvaient respecter les mesures de sécurité et finalement de retrouver un peu une école à peu près normale dans une période qui était peut-être pas tout à fait normale. Et ça ressemble d'enseignants. Pardon. Pardon. Il y a beaucoup d'enseignants qui, à ce moment-là, ont découvert que enseigner dehors, ça peut être vraiment une approche complémentaire à l'enseignement de base. Et Sabine, ça ressemble à quoi une journée type? Une journée type, alors moi je suis pas enseignante, je dois préciser, je suis formatrice d'adultes, j'ai beaucoup contact avec les enseignants, mais je dirais ça peut être aussi 45 minutes dehors en fait. Donc une journée type, je dirais ça dépend des âges, ça dépend de la matière qu'on veut traiter, parce que c'est pas une excursion de loisirs, c'est vraiment on fait
On atteint des objectifs, on se fixe un programme et on fait vraiment sérieusement l'école dehors et pas comme souvent on croit, on va s'amuser, on va un peu courir sur les troncs d'arbres. Donc pour les petits, je dirais une école, une matinée dehors, c'est beaucoup de jeux libres parce qu'on a remarqué qu'ils apprennent énormément juste en découvrant le milieu par eux-mêmes avec l'entraide de leurs camarades. Pour les plus grands, c'est de l'exploration, c'est de l'observation de phénomènes que l'enseignant ne doit pas amener de manière artificielle dedans, qui sont là, présents de manière naturelle. Et puis, je dirais, pour les adolescents, c'est beaucoup aussi de partir à donner du sens, en fait, aux concepts théoriques qu'ils peuvent apprendre dedans, que ce soit les maths, que ce soit les langues. C'est d'entrer en contact avec les acteurs qui les entourent, les acteurs de leur communauté, de leur terrain de vie. Comprendre aussi les enjeux de la planète actuelle, les observer en direct. On va rentrer dans un instant un petit peu plus dans le détail, mais juste une question. Quand vous dites pour les plus petits, ça peut comprendre aussi les crèches à ciel ouvert. Vous militez, vous poussez aussi pour qu'on développe ça, les crèches à ciel ouvert? Alors, on a pas mal de demandes de crèches qui veulent se former chez nous, effectivement. C'est un âge qui est extrêmement bien pour ancrer, je dirais, ce fameux lien qu'on a avec notre environnement. C'est des enfants qui sont comme des éponges. Donc, quand on arrive à cet âge-là, à vraiment leur faire aussi aimer le dehors, aimer la nature, c'est une excellente base pour la suite. Et puis on a remarqué que plus les enfants sortent à l'âge jeune, plus ils gardent en fait une motivation plus longue au cours de leur scolarité à apprendre. Et ça, c'est vraiment une étude qui est sortie qui était très intéressante parce qu'on se fait beaucoup de soucis actuellement avec les adolescents qui décrochent de l'école, qui décrochent de l'apprentissage, qui n'ont plus envie d'apprendre. Et le fait de régulièrement sortir et d'apprendre sur des objets réels augmente en fait la motivation d'apprendre sur le plus long terme. Comment on explique que peut-être l'un des avantages principaux de cette forme d'apprentissage à ciel ouvert, cela reste la réduction du stress, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors là, il y a des études je dirais que c'est des études, des protocoles scientifiques assez simples on mesure en fait le taux d'hormone du stress dans notre corps qui s'appelle le cortisol, c'est-à-dire on prend une prise de sang avant et après une certaine activité et là on a remarqué vraiment que dehors et particulièrement dans des environnements naturels, au bout de 10 minutes déjà le taux de stress diminue dans notre corps. Ceci dû à plusieurs raisons. Plus d'oxygène, plus d'espace, donc un plus grand sentiment aussi de liberté. On peut être plus libre de parler aussi, dialoguer. Et les plantes sécrètent aussi différentes hormones qui nous réduisent en fait notre taux de stress. Effet qu'on n'atteint pas dans une ville. Donc ils ont fait des comparaisons avec différents enfants, adolescents. C'est vraiment plus le milieu, je dirais, est forestier ou montagnard et plus cet effet en fait augmente. Et Sabine, malgré tout, est-ce qu'il peut y avoir un risque en termes de concentration lié au fait d'être dehors et de voir des choses s'animer autour de nous? Oui, alors ça, c'est une sympathique question, j'aime bien y répondre, parce qu'en fait, ce qui se passe au début, c'est clair que les enfants, ils sont plus excités à sortir. Et comme actuellement, sortir pour eux, c'est très lié aux loisirs ou aux excursions d'école annuelles, ben, ils sont un peu dans ce mood-là. Et puis, au fur et à mesure, en fait, plus on va régulièrement dehors, on remarque, il y a une étude très sérieuse qui a été faite par des chercheurs américains. Le taux de concentration, en fait, il augmente même dehors et il perdure dedans. Et ça, c'est super intéressant. Ils ont fait des tests que si l'enfant est 1 heure dehors, ça dure 1 heure dedans après aussi. Donc, ce qui est extrêmement intéressant pour combiner en fait les deux. Quelles règles, quelles habitudes il faut mettre en place justement avec ses élèves? Déjà, leur faire comprendre que la cour de récréation peut être aussi une cour d'apprentissage. Ah, c'est une question difficile. Moi, je suis pas très une adepte des règles, je dirais. Je suis plutôt une adepte des permissions, dans le sens qu'est-ce qu'on peut permettre aux enfants dehors qu'on peut pas leur permettre dedans. Notamment parler plus fort, travailler en groupe, échanger beaucoup plus, courir.
On sait que le mouvement est un excellent moteur pour ancrer les apprentissages. On apprend quasi uniquement par le mouvement. Donc, ouais, les règles, après, bien sûr, les règles de sécurité classiques, le périmètre, plus les enfants sont petits, plus le périmètre est peut-être restreint. Euh, mais en même temps, je dirais que la sécurité dehors s'apprend aussi. Au début, peut-être, vous aurez des écorchures, un enfant qui va peut-être tomber parce qu'il n'aura pas vu la racine. Et puis, les enseignants nous disent, mais très vite, ils sont beaucoup plus mobiles. Les capacités motrices, elles se développent très vite. Et puis, on sait qu'actuellement, nos enfants, ils ont vraiment aussi, il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là. Ils ont perdu leur capacité motrice. Les adolescents ont des soucis de surpoids et on sait que le mouvement dehors, alors ça c'est intéressant. Déjà rien que dans la cour d'école, sans en être conscient, on bouge 2 fois plus et puis en forêt on bouge 3 fois plus quand on est dehors. Et Sabine, vous avez évoqué les bienfaits de la nature sur la motivation des enfants. Est-ce qu'ils développent d'autres compétences précises? Alors, il développe, je dirais, dedans, il développe aussi des compétences. Hein. Il ne faut pas qu'on sépare trop et qu'on dit dehors tout est bien, dedans c'est pas bien. Alors, on peut développer des compétences dehors comme dedans. Je pense que l'avantage dehors, c'est que l'enseignant a moins à les planifier et les amener à mettre en place toute une infrastructure pour qu'elle se développe. Par exemple, on a cité la motricité. Hein. Si vous êtes dans un environnement qui est riche en éléments, en obstacles, etc., pour les petits, c'est totalement naturel de développer la motricité et l'entraide. Aide-moi à grimper le talus, j'aimerais monter sur ce tronc, aide-moi à tirer cette branche pour faire une cabane, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qui se mettent en place tout naturellement sans que l'enseignant, finalement, il a besoin de planifier quoi que ce soit. Et puis après, je dirais, il y a des compétences aussi en autonomie qui se développent parce que le milieu appelle la curiosité. On va aller explorer de manière seule ou à plusieurs sans que l'enseignant il doive à nouveau amener aussi des consignes en fait ou des directives. La collaboration, la communication. Alors ça, c'est clairement prouvé dans les études que le langage se développe plus quand les enfants sont plus dehors. Ils se posent plus de questions, ils parlent plus, ils ont un vocabulaire plus riche. Ouais. Il y a un enseignant qui disait, quand on a visité un projet au Danemark, qui nous disait, dedans, c'est moi qui dois poser les questions, puis dehors, c'est les élèves, en fait, qui me les posent. Parce qu'ils deviennent plus curieux. Oui. Les 4 compétences prônées par l'ONU: créativité, collaboration, communication et pensée critique. La créativité, oui. La créativité, je n'en ai pas parlé. C'est vrai qu'on sait que dehors, vu la richesse du milieu, on active son esprit créatif. Alors que dedans, c'est plus amené aussi, et puis on est des fois limité aussi par les éléments qui sont en place. Ouais. Et Sabine, est-ce que le fait d'être dans la nature, ça peut aussi être un bon remède au harcèlement? Alors, je sais pas. Je vais pas dire oui parce que on n'a pas d'études là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que dehors, ça brasse en fait les rôles, la dynamique de classe. Ça veut dire que l'élève qui dedans peut être un peu en retrait parce que peut-être il n'est pas scolaire, il aime peut-être pas être assis tout le temps à une table, ça lui rappelle peut-être des mauvais souvenirs. Dehors, il va peut-être être l'expert d'un sujet. Il va peut-être connaître comment fonctionnent les fontaines dans le village, ou il va être un expert des oiseaux, etc. Et donc, il va tout d'un coup prendre un autre rôle. Et ça peut faire beaucoup de bien à l'ensemble de la dynamique de classe, ce brassage de rôle, en fait. Ce type d'école, est-ce qu'il est plus indiqué au final pour des élèves qui sont en difficulté avec l'école classique ? Oui, là, il y a une étude qui a été réalisée qui dit clairement que ça bénéficie encore plus aux élèves qui ont des difficultés en classe. Et actuellement, on sait que les enseignants sont pas mal épuisés par des classes avec beaucoup d'élèves qui ont des troubles X, Y, Z, qui dehors, en fait...
trouvent une autre place, trouvent un autre rôle et trouvent aussi plus de motivation à apprendre. Alors, c'est pas pour tous les élèves le cas, mais pour certains élèves, le fait d'être dans un espace plus grand et de pouvoir bouger et de pouvoir choisir ce qui les intéresse, ça va amener une autre motivation à apprendre. C'est plus de bonheur pour les élèves et les profs, mais est-ce que c'est plus de travail au final pour les profs ? Alors, on va pas se cacher qu'au début, c'est plus de travail, bien sûr. Comme toute nouvelle approche, on va devoir mettre en place des choses différentes. Après, ce que les enseignants disent, c'est que c'est comme un nouveau sujet, un nouveau moyen d'enseignement. Au début, on fait sa préparation, on y met plus de temps, mais par contre, au fil des semaines, les choses se mettent en place de manière plus facile. Et puis, ce que disent les profs, c'est que à la fin d'une journée dehors, ils sont fatigués, mais une autre fatigue. Ils n'ont pas constamment ce bruit, ils doivent pas constamment amener la discipline, reconcentrez-vous, etc. Les choses sont plus fluides et donc eux se sentent plus sereins aussi. Et ils nous disent, ils ont l'impression de retrouver aussi leur maîtrise professionnelle. Ils peuvent recomposer en fait leurs leçons dehors différemment. Ils ont l'impression de regagner en fait en compétences professionnelles. Et est-ce qu'on peut concilier l'apprentissage en extérieur avec les outils numériques ? Oui. Alors, nous, on dit il faut combiner. Toutes les bonnes choses sont à combiner. Non. Par exemple, pour les adolescents, c'est très intéressant de faire, par exemple, combiner l'étude du milieu avec tout ce qui est audiovisuel, création audiovisuelle. Ça marche très bien et ça permet vraiment d'ancrer aussi des connaissances scientifiques pour eux d'une manière où ils sont créatifs, où ils sont autonomes dans leur travail et ça donne ce fameux sentiment d'auto-efficacité quand on voit la vidéo qu'on a réalisée, je sais pas moi, sur une plante spécifique du jardin scolaire. On a un sentiment en fait d'avoir réussi quelque chose et ça nous amène à vouloir apprendre plus, apprendre davantage et donc à être de plus en plus motivé à apprendre. Sabine, vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe et la loupe c'est avec Alix. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une école inédite, la Brest Forest School. Oui, cette école a 2 ans. Elle est nichée en pleine nature, à Kervatou, au cœur d'un domaine de plus de 100 hectares. Elle est animée par un collectif de pédagogues par la nature. La pédagogie par la nature, on l'a évoqué, c'est un processus qui vise au développement global de l'enfant à travers des activités régulières en milieu naturel, de préférence boisé. Cette méthode s'inspire des pays scandinaves. Elle repose sur le long terme et le respect du rythme de chacun. La Brest Forest School propose donc des ateliers allant d'une heure et demie à une journée, quelle que soit la météo. Elle reçoit les enfants le mardi matin et le mercredi après-midi et de manière plus occasionnelle, des groupes scolaires ou des établissements médico-sociaux. Antoine Aurélou, le fondateur, affirme vouloir faire de ce lieu un espace aussi inclusif que possible. Les séances sont adaptées aux enfants en situation de handicap grâce notamment à des encadrants formés. Les enfants participent à des activités comme l'art naturel, la construction en bois vert, l'allumage de mini-feux ou encore la fabrication de cabanes. Mais surtout, ils sont encouragés à poursuivre, là aussi on l'a évoqué, leur jeu libre. Les participants sont au centre des pratiques. C'est le processus qui importe, pas le résultat. La signature de la Brest Forest School, c'est apprendre à prendre soin de soi et des autres. Et pour ce faire, il s'agit d'encourager dès le plus jeune âge une culture du vivant grâce à la connexion avec soi-même et le monde qui nous entoure, qu'il soit humain ou non humain. On écoute Antoine Aurélou, cofondateur de la Brest Forest School. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé cette école ? C'est parce qu'on cherche à répondre à ce qu'on appelle le syndrome du manque de nature. En gros, on a tous besoin de vivre en bonne santé, c'est un besoin essentiel. Et ce besoin, on n'arrive pas à le satisfaire parce que notamment on est
de plus en plus en fait confinés, nous adultes comme enfants. On est derrière des écrans, on est enfermés entre quatre murs, et ça cause en fait des troubles mentaux, des troubles psychologiques, des troubles de développement personnel, etc. Et donc du coup, en gros, nous, l'école de la forêt s'inspire en gros des modèles de forest school qu'on peut trouver en Scandinavie ou aussi en Allemagne ou au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle de la pédagogie par la nature. Et Sabine, l'école en pleine nature, ça peut aussi être une solution pour plus d'inclusivité? Oui, je pense. Je pense être au contact du réel, de toute façon, nous permet de voir en fait les choses différemment que de les apprendre dans un livre ou sur une fiche de travail. On est en contact avec les autres, on est en contact aussi avec les êtres vivants qui nous entourent. Je pense que l'inclusivité, elle passe par le respect, et puis être au contact du réel nous entraîne aussi à respecter le réel. C'est quand même notre base de vie, et si on arrive à faire passer ce message à nos enfants que finalement sans notre nature on peut pas vivre, ben c'est forcément ça entraîne aussi une autre inclusivité, je dirais, au-delà de l'inclusivité de l'être humain. Sabine Muster-Bruchweiler, ça peut ressembler à quoi un cours de maths en pleine nature? Alors, un cours de maths en pleine nature, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que nombreux élèves, ils arrivent très bien à faire certains calculs sur des fiches en 2D. Et puis quand on sort et qu'on leur demande par exemple de calculer la surface du terrain de basket de la cour d'école, ils sont perdus. Et puis du coup, en sortant régulièrement, en faisant des maths dehors, c'est comme s'ils intégraient ces concepts théoriques d'une manière vraiment réelle. Donc les mesures, les grandeurs, je dirais, les échelles, les pentes, toutes ces choses-là qui font finalement partie de notre quotidien, c'est un excellent entraînement pour intégrer les concepts de mathématiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce n'est plus abstrait? Ça devient tout de suite concret? Tout d'un coup, ça devient tout de suite concret. Par exemple, si on demande à des adolescents de calculer est-ce que la pente qui mène entre la cour d'école à l'école, elle est agréée pour les chaises roulantes, ben ça donne directement tout un autre concept. Ah oui, mais les maths, ça sert à ça aussi. La maths, ça sert à l'inclusivité, ça sert à ce que nos élèves qui sont peut-être avec un handicap, ils puissent aussi venir à l'école, etc. Vous avez parlé du mouvement tout à l'heure qui était très important. Est-ce qu'on sous-estime la difficulté pour certains élèves de rester toute la journée sur leur chaise, au final? Alors, pour moi, c'est vrai que c'est quand même paradoxal de mettre des enfants de 4, 5, 6 ans toute la journée assis à un pupitre, alors qu'on sait qu'un enfant se développe par le mouvement et que le cerveau, en fait, les neurones grandissent grâce au mouvement. Et que les neurones se renouvellent grâce au mouvement, grâce à l'oxygène. Et puis quand on fait des mesures d'oxygène dans certaines salles de classe, c'est effarant. C'est 6 fois en dessous de la norme nécessaire pour se concentrer. Donc pour moi, ça fait beaucoup de sens de varier et de sortir régulièrement pour aussi assouvir les besoins, je dirais, fondamentaux des enfants, quel que soit leur âge. Et est-ce que vous observez encore une forme de résistance de la part de parents parfois? Alors, les parents ne sont pas résistants, les parents sont un peu anxieux. Je dirais, ce qu'on nous cite le plus souvent, c'est est-ce qu'il va se blesser, est-ce qu'il ne va pas apprendre, est-ce qu'il va juste s'amuser, il va du coup pas apprendre ce qu'il devrait apprendre à l'école. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est qu'une fois que les parents ont vu les effets de leurs enfants sur l'école du dehors, même justement, nous on dit une fois par semaine, c'est suffisant. Ils voient aussi la motivation qu'ils ont à raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris, et en général, à la fin, la plupart des parents adhèrent. Et en Suisse, on a certaines écoles qui proposent de choisir entre un programme dedans et un programme dehors. Et les programmes dehors, ils ont une liste d'attente, en fait. Les parents, ils veulent tous que les enfants, maintenant, sortent. Donc, il y a des résistances, mais il y a aussi beaucoup de motivation à ça. Je ne sais pas ce qu'il en est de la situation en Suisse. En France, on a une pénurie de professeurs.
Je ne sais pas si vous êtes également concerné. Est-ce qu'il est plus facile de trouver des professeurs aujourd'hui, quitte à les former justement pour faire l'école dehors? On verra, l'avenir nous le dira. Nous, on a la même pénurie. En fait, on a un futur qui va être assez difficile par manque de professeurs. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui pratiquent en fait le dedans et le dehors voient qu'il y a quand même un autre équilibre qui s'installe pour leur bien-être à eux, mais aussi pour le bien-être des enfants. Et moi, j'espère vraiment que cette pratique puisse aussi diminuer le nombre d'enseignants épuisés. Et ceux qui ont participé à la recherche en France, il y a eu une grande recherche-action Grandir avec la nature, qui a justement regardé un peu tous les bienfaits de l'école du dehors, disent que quand ils vont régulièrement dehors, ils ont moins cet effet-là d'épuisement en fait. Et rien que pour ça, je dirais, les enseignants actuellement ne sont pas encore suffisamment formés. Nous, on les forme en formation continue, en formation de base initiale lors de leurs études, il y a encore peu sur l'école du dehors, et je pense que c'est vraiment un train à prendre là pour les motiver aussi à enseigner de manière variée, je dirais. Et Sabine, qu'est-ce que vous recommandez à des professeurs en milieu très urbain qui voudraient s'essayer à l'école de la nature? C'est quoi le plus simple pour eux? Ce qui serait génial, c'est déjà d'avoir un projet pour reverdir la cour d'école. En Suisse, on a beaucoup de ces projets. Je crois en France, ça se développe pas mal aussi. C'est juste pouvoir sortir dans la cour d'école. Ça diminue aussi toutes les autorisations en matière de sécurité. Ça permet d'observer la nature autour de soi. Et puis, si cet espace n'existe pas, aller dans un parc urbain, juste se promener aussi. On peut aussi faire l'école dehors dans un espace culturel, aller dans les musées, aller dans des endroits historiques. Et puis étudier par exemple l'histoire sur le lieu, ça donne toute une autre approche et signification de ce qu'on apprend quand on est dans le lieu authentique du sujet qu'on voit. Moi, je dis toujours, les arbres, ça fait beaucoup plus de sens d'apprendre sur les arbres au pied d'un arbre, de le voir fonctionner, ou d'apprendre, je ne sais pas moi, l'histoire de France dans un endroit où il y a un monument historique qui le montre. Merci infiniment Sabine. Je rappelle votre ouvrage, Sabine Muster-Bruchweiler, Les bienfaits de l'école à ciel ouvert. C'est 154 pages aux éditions Salamandre. Et je rappelle que vous êtes également chef de projet en Romandie, formatrice et facilitatrice chez Sylviva. Et puis je rappelle que l'ouvrage, on va quand même les citer, a été écrit avec Diane Galbaud-Dufort et Anne Lamy, un très bel ouvrage que je vous conseille encore une fois. Merci de nous avoir éclairé pendant cette demi-heure. On espère qu'il y aura de plus en plus d'écoles à l'image de cette Brest Forest School qui vont ouvrir effectivement sur notre territoire, mais également en Suisse, puisque effectivement ça fonctionne. On vous dit à très bientôt. On espère que vous passerez nous voir du côté de Paris quand vous quittez Neuchâtel. Et ma chère Alix, à très bientôt. Et ma chère Alix, je te retrouve demain. Ciao, ciao.